Ah, vous êtes là, bonsoir. Là, on va commencer le petit live sur les milieux. Alors, vous excusez ma petite mise en scène. Ils n'avaient pas eu leur nourri, les petits, alors ça craint. Donc, je vais procéder donc à l'invitation de Jonathan. Je ne sais pas s'il est là. Je vais attendre peut-être quelques minutes que les gens arrivent et puis essayer d'inviter Jonathan. Voilà. C'est un petit peu particulier hein, comme façon de procéder. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez profité des fêtes et puis que vous n'êtes pas trop perturbé par la tempête. Ici à Arbon, enfin du côté de Rouen, on a eu des inondations, des vents qui ont vraisemblablement frôlé les 150 km/h. On va aborder alors, en ce qui me concerne, Jonathan, je ne sais pas exactement ce qu'il va vous proposer. Je comprends pas trop là, ça a l'air de merdouiller. Moi, je vais essayer de vous parler un petit peu de ce qui va déterminer les milieux dans l'aquarium. Euh, Parce que ce qui est très important et qu'on n'a pas encore abordé, c'est la partie du choix qui est très très difficile quand on débute, le choix de l'environnement qu'on va recréer. Et évidemment, on est tous un peu, on est quand même un peu des singes et tout ce qui brille, ça nous attire. On va être tenté facilement par des aquariums blindés d'acropora, multicolores et machin. Et les poissons les plus colorés. Malheureusement, c'est la garantie, bien sûr, hein, que ça va être douloureux. Ça va être très douloureux parce que très peu d'entre nous, en fait, vont avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui maîtrise le sujet. Et cette maîtrise du sujet qui demande des années et des erreurs et des expériences en dehors des clous. Euh, Même si vous avez la chance de rencontrer un maître, quelqu'un qui gère et qui va vous guider, finalement, vous pouvez avoir 10 ans d'aquariophilie et absolument pas connaître les déboires des gens qui vont expérimenter et souffrir. Donc, une partie d'entre nous, effectivement, a la chance de connaître un voisin proche qui peut venir à la maison, qui peut regarder le réglage du rack, le réglage de la baling, le réglage de votre éclairage, puisque vous avez vu hein, au départ, quand les LED, par exemple, sont apparus, on a eu plein de bacs cramés à cause des réglages, un par trop élevé. Je me branche pour garder le jus. Pardon. Donc voilà, on a vu, on voit plein. Voilà. Quand ça fait des années qu'on est maintenant même dans des groupes, qu'on a été sur des forums, qu'on a parlé avec plein de gens, on se rend bien compte que ceux qui ont une aide de quelqu'un qui gère, ils ont moins de problèmes que ceux qui ne l'ont pas et qui ont une démangeaison terrible quand ils vont au magasin. Oh, d'ailleurs, l'expression est restée au craquage du jour. Hein. Craquage du jour, ben, on voit ce que ça donne souvent le craquage du jour. Une semaine après, le craquage du jour, il est mal, il a les points blancs, il a, comme ce soir, où on a un de nos membres qui, tout à l'heure, nous dit j'ai acheté
un Japonicus il y a 4 jours, bah, il est couvert de points blancs et il a mis une photo. Bon, pauvre bête, quoi. Il y a très peu de chances, surtout s'il ne connaît pas les points blancs, s'il ne sait pas les traiter. Il n'a pas de bac hôpital. Donc évidemment, même avec de l'ail, même avec un UV, bon, quand on atteint un certain stade, c'est pas la peine, hein. La seule façon de sauver, c'est la maîtrise du bain d'eau douce et puis après le cuivre. Ou alors des produits entre crochets prohibés comme le Tramazin, ou que je vous l'affirme clairement qu'il ne faut jamais utiliser dans l'aquarium, hein, pendant l'aquarium principal. Ce qui veut dire pêcher le poisson. Donc, pour certains d'entre nous, quand on a beaucoup de coraux, quand on a beaucoup de roches, quand on a un gros volume, quand pêcher un poisson, c'est quasi impossible. C'est un travail de fou. Donc, souvent, ça se traduit par une hécatombe et c'est très très triste de voir ça parce que finalement, si vous aviez la patience, des bons conseils, que vous preniez des renseignements sur les espèces avant de les introduire dans votre aquarium, vous auriez moins de problèmes, moins de catastrophes, parce qu'un truc comme ça vous coûte votre bac, quoi. Tous les poissons dégagent. Et voilà pourquoi, voilà pourquoi le choix de l'environnement, le choix de l'écosystème est très important parce que finalement, qu'est-ce qui est porté toujours en exemple? Eh bien, ce sont des bacs du haut du tombant, même avec des coraux de profondeur, mais ce sont des bacs de tombant où il n'y a pas de sédimentation, une oxygénation maximum. Bref, il n'y a pas de cycle, on peut dire, dans ces endroits-là. Il n'y a quasiment pas de cycle tel que nous, on l'entend, c'est-à-dire que dans notre aquarium, ils sont inévitables, ces cycles. On ne peut pas déroger à la nature même de l'aquarium, du cloisonnement de l'aquarium et des appareils qu'on a mis autour de l'aquarium. Donc, quand on parle des milieux, bien évidemment, si vous faites ce milieu de tombant, vous voyez ce que c'est qu'un tombant, hein, c'est une falaise qui va jusqu'à la surface. La surface, c'est le milieu de la carène. Alors là, on a la houle, c'est terrible, quoi. C'est un environnement très hostile à la vie. Chose étrange, le corail s'adapte à un environnement très hostile. Mais en même temps, cet endroit-là, on ne le voit jamais en aquarium. Alors, la carène pure, on ne la voit jamais en aquarium. La plupart des gens font le tombant et, et vous voyez depuis 2 ans, à peu près 2 ans, c'est la mode des acroporates de profondeur. Voilà, tout ce qu'on voit, quoi, le Red Dragon, Aspire, bon, d'accord. Bon. Malgré tout, on les fait vivre, ils sont très sensibles et on les fait vivre dans des conditions du haut du tombant. Et même avec des conditions d'éclairage qui ne sont pas tout à fait respectueuses de leur environnement naturel, puisque eux, ils vivent dans le grand bleu, hein, ils vivent pas dans la lumière jaune. Et, vous aurez remarqué, vos aquariums non plus, vous ne les faites plus marcher avec de la lumière jaune, ce qui n'est pas forcément une catastrophe, hein. Quand on a déjà fait tourner des aquariums avec de la lumière jaune et qu'on a fait des essais, quoi. Je peux vous donner un exemple. J'ai eu un petit acropora comme ça, que j'ai sauvé, quoi, le pauvre bestiau, puis machin. Il y a très longtemps, j'avais un filtre extérieur, pas d'écumeur, voilà. Il était au magasin, il était en train de mourir, il était tout marron. Et ça m'a fait de la peine, je l'ai emmené chez moi, puis je l'ai mis tout en haut du bac, éclairé par un TL03 de Philips. Donc c'était les gros néons de couveuse, hein, en fait, hein, des couveuses de bébés. Et le machin, bah, il est devenu vert. Et puis, bah, même dans ce bac-là, qui était peu peuplé, où j'avais donc pas des paramètres pourris, il s'est développé. Donc, voilà, c'est pour vous donner un exemple, qu'en fait, on,
on bavache beaucoup, on discute beaucoup, on parle de technologie, on parle de spec, on parle de... Mais dans la réalité, on lit aussi énormément et on dit énormément de conneries parce que, vous voyez sur les UV, beaucoup de gens vous disent 8 mètres. Ah oui, c'est une étude scientifique qui raconte ça, sauf que, bon, elle est fausse. Les UV descendent jusqu'à 25 mètres. Donc 25 mètres, on est déjà dans le deep, hein, considéré dans le deep, par rapport à certaines espèces. Et c'est ce qui fait que certains qui travaillaient sur les LED ont commencé à faire des LED avec du rouge. Donc ce que j'essaye de dire là, c'est que tout, tout, euh, toute la technologie qu'on met sur l'aquarium n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens euh, structuré à partir du moment où vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas quelle écologie vous allez produire. Et c'est tout le problème quand on démarre l'aquariophilie, c'est qu'on ne sait pas où on va. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est oh, j'ai vu le bac de machin. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, je veux ça. Bah oui, mais bon. Alors quand on va chez le poissonnier, 9 fois sur 10, vous l'écoutez même pas quand il vous dit oh oui, la patience, il faut faire ça, il faut avoir ça. Voilà, on démarre avec des trucs, et puis bah, en fait on fait un truc bancal, et puis bah voilà, ça meurt, ça meurt, ça meurt, ça meurt. Donc, moi, ça me désole, puisque ça me désolait déjà du temps où je travaillais dans dans le métier. Beaucoup de poissons mouraient. Euh, et bien que j'ai réussi à développer vraiment une compétence dans le traitement, euh, dans la prophylaxie, par exemple, ne pas pêcher à l'épuisette, parce que l'épuisette, c'est très mauvais en fait hein, pour les poissons, ça enlève le mucus, ça, ça les frotte, c'est même pas bien, ça les stresse. On les pêche à la boîte. Voilà. Or, vous regarderez, même les batteries chez les professionnels ne sont même pas prévues pour qu'on pêche à la boîte. Donc vous avez un espace grand comme ça, c'est épuisette ou au revoir. Euh, je vous parlais d'Aquaflore la semaine dernière. Eh bien, chez Aquaflore, on avait la place de passer des boîtes et on pêchait à la boîte. Zéro contact et quasi zéro stress. En fait, avec une main, on faisait coucou au poisson et avec l'autre main, on amenait l'aquarium et hop, un petit bac en plastique transparent, tchac, le poisson rentre dedans. Et quand on gère le truc, bah, c'est zéro stress, quoi. Et on sort le poisson et on le met dans le sac. Donc, pas de contact avec les doigts, pas de contact avec un filet, zéro contact, eh ben, c'est bien mieux pour le poisson, par exemple. Vous voyez. Alors, on va faire, j'espère, c'est un sujet qu'on traitera prochainement, la prophylaxie. Euh, Comment choisir ses poissons, comment éviter, enfin, éviter, limiter les ch'touilles. Comment les reconnaître avant qu'elles se montrent sur le poisson, parce que je vois que chez certaines personnes, ils achètent un poisson, il est déjà malade. Et que, croyez bien que les vendeurs qui connaissent les maladies et les symptomatologies, il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, ils voient les points blancs, ils traitent, mais c'est déjà trop tard, ça fait 2 jours qu'ils vendent des poissons qui sont porteurs, et ils ont le parasite dans l'aquarium. Sachant très bien que quand tout va bien, les chirurgiens, beaucoup de chirurgiens sont, par exemple, puisque c'est eux les plus sensibles, parmi les plus sensibles, sont porteurs sains du cryptocaryon, par exemple. Je ne parle pas d'Odinium. L'Odinium, son, son cycle est extrêmement violent, la propagation est extrêmement violente, donc on, on a beaucoup plus de difficultés à contenir l'Odinium que le cryptocaryon. C'est un petit peu pareil pour je vais pas le faire, la Brooklynella, qui a son pendant pacifique. Hein, vous savez, c'est une maladie un peu qui fait à l'inverse du point blanc, des petits points noirs, on dirait du poivre. Euh, Évidemment, vous avez des vendeurs, par exemple, enfin des magasins qui vont mélanger du Caraïbe avec du Pacifique.
Et les poissons du Pacifique vont développer la Brooklynella qui vient de l'Atlantique. Donc, on devrait, un magasin qui se respecte, il devrait avoir des batteries Caraïbes, puis des batteries Pacifiques, et puis des batteries mer Rouge. Et puis ensuite, eh bien vous, c'est à vous, chez vous, d'avoir un bac pour l'acclimatation et un bac hôpital. Donc, pour moi, ça fait partie des fondamentaux. Et quand j'ai appris l'aquariophilie, euh, personne, enfin, à moins d'être, n'aurait commencé sans avoir un bac d'acclimatation. Donc, j'avais un bac d'acclimatation plus un bac principal. Dans le bac d'acclimatation, s'il y avait un problème, si le poisson faisait les points blancs, à l'époque, on traitait tout au cuivre. Alors, c'est vrai que bon, ça se discute, mais notamment par rapport à la toxicité de chez certains poissons, pour qui c'est mortel, comme les labres, beaucoup de labres qui sont ultra sensibles au cuivre. Mais pour plein d'autres poissons, quand on respecte les quantités, ça marche très, 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 très bien. Et pour les chirurgiens, c'est vraiment un moyen, c'est le moyen le plus efficace. En fait, au bout de 48 heures, vous avez éliminé le point blanc. Alors, il y a un certain nombre de choses, mais on en reparlera une prochaine fois. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que quand on choisit un écosystème, on choisit, avant de monter son aquarium, un endroit qu'on va reproduire. Pour pouvoir choisir un endroit qu'on va reproduire, il faut connaître l'endroit qu'on va reproduire. Mais si vous avez regardé un tas de reportages sur la mer, eh bien, vous verrez euh, le platier, donc avec des très grandes zones étalées, avec beaucoup de coraux mous, beaucoup de sarcophytons, qui se retrouvent d'ailleurs à découvert à la marée, et même dans les platiers, des coraux durs, qui ne font pas être aussi envahissants en fait que dans les parties beaucoup plus, on va dire, violentes des carènes et des tombants. Après, vous avez aussi quelquefois des grandes surfaces dans des zones, de grandes étendues de coraux, dans des zones où la marée ne met pas tout à jour. Et alors là, on trouve certains acroporas avec des grosses branches, on trouve des montiporas qui développent d'ailleurs des structures un peu particulières qui ne font pas les fingers. Vous avez en aquarium, ils poussent en finger, alors que dans la nature, ils font que des croûtes. On retrouve nos amis les porites, bien sûr. Corail qu'on ne voit quand même que très rarement, et moi ça me choque, parce que ce sont des coraux magnifiques, vraiment intéressants et magnifiques. On parle tout le temps du porites qui a les inclusions de spirographes à l'intérieur, alors qu'en réalité, les espèces, qui sont quelquefois digitales en forme de doigts, hein, c'est vraiment son poids. Et vous font des troncs comme ça, avec des polypes magnifiques, des couleurs de glace, des bleus de glace, c'est super beau. Ou jaune. Voilà. Bon. Euh, donc quand on choisit le lieu, d'ailleurs vous allez trouver le porites, et ce qui est très rigolo, le porites avec les spirographes, vous allez le trouver même dans des zones très 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 calmes, hein, sur les platiers et quelquefois même dans les lagons. C'est ce qui est rigolo de voir comment chaque espèce peut s'adapter à des milieux différents, à des environnements différents, je ne vais pas dire des milieux, des environnements différents, et que l'environnement différent crée un milieu différent. Donc si euh, vous regardez un grand nombre d'aquariums qui sont mis en valeur sur Internet aujourd'hui, eh bien la plupart de ces aquariums sont des aquariums de tombants. En réalité, ils seraient de carène, hein, parce qu'ils font euh, le haut du récif, mais on n'a pas les courants, on n'a pas la houle, on n'a pas les tempêtes, machin. Pas. Très éclairé, très brassé, et c'est ça le modèle. On dit donc effectivement qu'il y a ces trois zones, hein, on reprend le livre de Sprung, qui est une base, euh, et qu'il est important de souligner parce que cette base elle sert à plein de choses. Elle sert pour la microfaune, elle sert pour
les bactéries, elle sert pour des déterminations en fait de populations qui ne se feront pas concurrence à partir du moment où justement elles habitent une de ces trois zones. Et qu'on peut les répartir et que c'est notre rôle à nous, puisque c'est nous qui jouons à Dieu, de les répartir dans l'aquarium. Donc chaque fois, donc, on a la zone supérieure, la zone médiane, la zone inférieure. La zone inférieure avec le taux d'oxygène le plus bas, la zone médiane avec un taux d'oxygène moyen et la zone supérieure avec un taux d'oxygène élevé. Ces trois zones peuvent être totalement différentes. Si vous mettez une pompe dans le bas de l'aquarium orienté vers le haut, vous allez faire un effet tournant, un effet tournoyant, un peu comme fait la gire, et vous allez augmenter le taux d'oxygène près du sol. Donc vous allez changer les paramètres. Mais si vous avez monté des grosses patates au sol, l'hydrologie qui va être lancée par la gire ne va pas marcher du tout de la même manière que si vous avez quelques grosses branches d'acropora qui vous servent de structure, d'architecture pour tenir les boutures qui deviendront des coraux que vous installez. Un petit peu comme on voit chez Lucien, je vais dire Lucien, hein. Vous avez vu, peut-être vous connaissez, dans les accros du récifal, il publie régulièrement. Il a un gros bac, hein, on est dans les 4500 litres, et il a beaucoup de structures comme ça, dites légères, qui soutiennent ces coraux et qui permettent un brassage optimal dans toutes les zones. En même temps, bien évidemment, alors déjà, il a le volume. Hein, voilà. À chaque fois, si vous prenez des exemples de réussite comme celle-ci, c'est un petit peu difficile de le comparer parce que vous, si vous avez un 150 litres, un 200 litres, évidemment, le brassage n'est pas le même, la quantité d'eau, la stabilité n'est pas la même, etc. etc. Vous invitez 12 personnes à manger dans votre petite salle à manger. Vous avez des copains qui viennent un samedi soir, on fume, on papote, et 3 heures après, votre pH il est à 7,25 parce que c'est sans ventilation, et bien la respiration humaine va faire chuter votre pH. J'exagère peut-être en disant 7,25, mais si vous avez, suffit qu'en plus le bac s'éteigne, bon, ça fait mal. Donc, si ça arrivait chez Lucien, ça serait une cata, mais la cata, quoi. Alors, voilà pourquoi il est très important de choisir au départ, soit on va faire ce bac-là, ce bac avec qu'on pourrait dire de carène, hein, moi c'est comme ça que je le définis. On est dans un tombant à partir du moment où on colonise le mur du fond du bac, on met les roches, soit on les empile, soit on les colle, soit on les emboîte, soit on les tient avec des aimants, soit machin, comme vous voulez. Il y a 1000 façons de faire, mais on utilise le mur du fond et là, les coraux se développent. Voilà, on peut mettre des plateaux. Voilà. Et puis, en général, quand on a fait ça, souvent, on crée un trépied avec une patate. On fait une patate, quoi, mais qui est tenue par un trépied ou deux patates en plus. Et des fois, ça se touche avec le mur du fond. Donc, là, on est dans une zone de tombant. Et c'est différent, hein, d'un aquarium où on va, par exemple, faire seulement une patate au milieu. Hein, si on a une patate au milieu, le fond est une zone libre, une zone dégagée où on va faire courir l'eau vite. Donc on change encore de milieu. Sachant quand même qu'à partir du moment où on colonise le mur, entre parenthèses, le mur du fond, bien sûr, lui aussi, il va être très habité. Il va être habité par la microfaune. Et il va s'auto-coloniser avec les coraux. Donc, et on va changer le milieu. Qui dit milieu dira microfaune lié au milieu. À chaque fois. Mais pour qu'il y ait un milieu, il faut qu'il y ait un environnement. Et l'ensemble, c'est une écologie. Donc, on peut faire des choses extraordinaires, même quand on reproduit entre crochets un tombant, mais il faut de l'expertise. Et c'est ça qu'il faut dire, qu'il est très très important de dire. On ne peut pas
On ne peut pas on ne peut pas avoir un bac merveilleux la première année, c'est pas possible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas apprendre en un an, c'est impossible. Ce que vous avez à apprendre, c'est tous les annuaires de la France, avant de commencer à pouvoir dire je vais pouvoir faire ce que je veux. Donc, quand vous aurez lu jusqu'au plafond de livres, peut-être vous y arriverez. Avant, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'y croire. Quand vous avez un guide, oui, le guide, il va vous aider, mais attention, vous aurez un grand trou dans votre savoir parce que vous n'aurez pas expérimenté. C'est tout le problème, vous voyez. C'est à la fois, évidemment, quand on a envoyé des animaux à la mort, quand on a rempli ces aquariums, quand on a tué ces poissons, euh, c'est nous qui les avons tués, c'est personne d'autre, hein. C'est d'abord nous, parce que sinon ils seraient dans la mer. D'ailleurs, hein, on sait que 9 dixièmes auraient été mangés, seraient morts de maladie, hein, dans le milieu naturel, mais nous on les a pris et la responsabilité, elle nous incombe. Donc c'est très important quand on achète des poissons et quand on les vend. Euh, c'est tout le problème des vendeurs. Il faut quand même leur les soulager les pauvres, parce que eux ils sont sous pression. Il faut qu'ils fassent du chiffre, il faut que le magasin tourne. Ils ont peur de perdre leur emploi, ils ont peur de plus pouvoir payer le crédit de la bagnole. Donc, quelquefois, ils sont enfoirés avec vous, mais c'est pas parce qu'ils sont enfoirés dans leur nature, ils sont enfoirés parce qu'ils n'ont pas le choix. Et les enfoirés par nature, ils sont vicieux, vous les reconnaîtrez, hein, celui qui va vous en coller pour beaucoup, alors que votre bac a un mois, hein, c'est forcément un salopard. Et une fois que vous avez identifié un salopard, n'allez plus chez ce salopard. C'est la meilleure punition, la meilleure réponse qu'on puisse apporter. Le mec qui vous baise, vous y retournez pas. Dans la mesure où vous êtes sûr qu'il vous a baisé. Voilà. Donc, deux poids, deux mesures. Vous faites, vous devez avoir conscience que les vendeurs doivent gagner leur vie, que les magasins doivent gagner leur vie, et qu'ils ont besoin, quand ils ont fait rentrer du stock, de le vendre. Mais vous devez, vous, toujours considérer ce qu'ils vous disent. Parce que, oui, j'ai un 200 litres et je veux un Japonicus. Bon, le mec, j'ai vu, là, donc, un de nos membres, hein, je vous dis à la vôtre, hein, je bois un coup de café. Un de nos membres français qui est allé s'installer en Corée. Le mec, il avait un 40 litres, il venait de monter un 40 litres, c'était son rêve d'enfance. Il va chez le commerçant il lui a vendu un Japonicus, un Imperator et je ne sais plus quoi, un troisième poisson, mais enfin, dans 40 litres. Hein. Donc, bien sûr, tous les poissons étaient pliés tout de suite, quoi. Et puis, il lui a vendu l'eau, et puis, il lui a vendu les poissons. Voilà, tu arrives chez toi, tu remplis, tu mets les poissons. Vous voyez, bah, le genre de mec. Bon, ces gens-là, ils existent aussi chez nous, hein. Donc, ce sont des choses qui sont à prendre en compte. Et vous allez me dire, bah oui, mais quel est le rapport avec l'écologie, avec qu'est-ce que c'est que avec les environnements, eh bien oui, bien sûr que ça a un rapport parce que euh, tu arrives chez ton poissonnier, oh, qu'est-ce qu'il est beau, bah oui, un Japonicus, putain, si tu as eu un Japonicus chez toi, moi j'ai été obligé de revendre le mien parce qu'il était trop mauvais. Puis que j'avais trois Achilles qui allaient rentrer dans le bac, donc j'avais intérêt à ce qu'ils ne se fassent pas démonter. Euh, le Japon, il est magnifique, quoi. C'est un magnifique poisson. Tu le vois, tu craques, il est beau. Mais tu craques. Bah, si tu es aquariophile racifal, tu craques pas. Normalement, en fait, c'est ça. La sagesse, c'est que tu craques pas. C'est que, est-ce que j'ai 450 litres minimum? Minimum, pour un Japon, hein. C'est un grand minimum. Hein. Même déjà dans 600 litres, il vous fout la merde. Hein. Moi, je ne vous parle pas à une année, hein. Je ne vous parle pas à 2 ans. Vous l'achetez grand comme ça, ouais, d'accord. Non, je vous parle moi à long terme. Et réfléchissez au long terme et écoutez des fois les gens qui ont l'expérience de ce que c'est au long terme. Et si vous achetez des poissons pour les avoir 3 semaines,
bah, cassez-vous, quoi. Vous m'intéressez même pas, barrez-vous, là. Vous débranchez le téléphone, vous changez de groupe. Voilà. Nous, on est là pour faire pousser la vie, on n'est pas là pour la tondre. Hein. Donc, c'est pareil pour un loco, c'est pareil pour beaucoup d'espèces de chirurgiens, il faut de la place. Et vous aurez remarqué que même quand ils sont ronds, donc toute la grande famille des Zerasoma, et donc qui sont adaptés à des plus petits volumes parce qu'ils ont cette souplesse de nage qui leur permet de faire marche arrière, et on les voit, hein, c'est très rigolo. Et dans mon bac, je me marre parce que mon Vlamingui, mon Azo Vlamingui, il est très à l'étroit, 1,80 m, c'est petit, quoi. Et, euh, et il apprend, il a appris hein, déjà, en fait, hein, à faire un tas de manœuvres. Il fait marche arrière, il fait... Mais les zébras sauvages sont adaptés à ça, alors qu'un oiseau, alors, il fait jamais ça dans la nature, quoi. Sauf quand il va se garer la nuit pour ronfler. A priori, jamais il fait marche arrière. Et puis, boum! Donc, ça aussi, c'est important si vous considérez certaines espèces de chirurgiens. Vous voyez, le soal, bah, le soal, c'est une torpille. Vous le voyez, vous le mettez dans un bac de 3 mètres en 8 dixièmes de seconde, il a fait les 3 mètres. Pah, un coup de queue, pion, au revoir, il est parti. Donc évidemment, tu vas mettre ça dans un bac, puis après tu vas dire il fait 800 litres, mais il fait 1 mètre de large. Mais en fait, il est 1 mètre de large et 1,20 m de long, c'est pas adapté, même si ça fait 800 litres, c'est pas adapté pour un soal. Donc là encore, on voit un tas de conneries. Le format carré, en gros un rectangle mais très à large, il est adapté pour faire la patate au milieu. Euh, et donc, il va nécessiter, ça va être un bac de carène, et un bac de carène va nécessiter un refuge pour abriter de la pierre vivante, pour abriter de la kétonomorphate, pour abriter de la microfaune, pour abriter du sable, en conséquence. Parce que bah, si vous ne compensez pas ce qu'il n'y a pas en haut, vous allez à la catastrophe. Donc vous allez compenser par du matériel, vous allez toujours trouver des gens qui vont vous faire la promotion des ajouts, qui vont faire la promotion de produits genre Nopox, ou là ce soir j'entendais parler du Vibant, produit américain. Bon, c'est pareil, hein, c'est la même chose, des bactéries et des nutriments. Pour doper, quand on ajoute, doper une partie du cycle. Le dopage d'une partie du cycle, je ne dis pas que c'est mal, on peut le faire, on peut jouer avec. Par contre, attention, vraiment très attention, parce que si vous rentrez dans le protocole NOPOX, je prenais le code du NOPOX parce que plein de gens se sont mis dedans, parce que c'est une marque très diffusée. J'étais un peu violent l'autre jour, et je ne vais pas dire que je m'en excuse, mais j'étais quand même un peu violent. Euh, le NOPOX peut tout à fait compenser, avoir un effet de béquille. Mais s'il y a un effet de béquille, c'est bien qu'au départ, vous êtes conscient qu'il vous manque quelque chose dans votre installation. Si tu n'as pas de refuge, effectivement, et que tu as monté un environnement de carène, ou de haut de ton banc, tu es dans la merde. Tu ne pourras jamais avoir l'équilibre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une notion très, très importante. Et quand après, on arrive à rentrer dans d'autres environnements, et voilà, c'est là un peu là que je voulais en venir, parce que on montre tout le temps la réussite des bacs de carène ou des bacs de haute tombant, mais il y a plein plein de bacs magnifiques avec des coromos, il y a plein plein de bacs magnifiques en mixte, et, euh, et de gens, et que quand vous allez regarder, ça fait 10 ans qu'ils ont leur bac, et plus, avec des sarcos, ils ne savent même plus quoi en faire, la tropézienne à côté, c'est tout petit. La galette tropézienne, hein, je précise. Donc, moi, ça me semble vraiment fondamental de regarder un environnement quand vous regardez, par exemple, le Platier, eh c'est formidable. Vous avez une grande plage de sable, une patate,
Une patate qui est arrivée au sol, hein, alors là, elle est pas, il n'y a rien dessous. Elle est arrivée au sol par une colonne, et puis dessus, eh bien, voilà. Vous avez d'un côté des anémones, vous avez de l'autre côté un sarco géant, de l'autre côté vous avez un simularia géant, euh, des gorgones, machin. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Alors si vous construisez ça dans votre aquarium, vous pouvez faire un truc formidable dans un carré, hein, avec une patate centrale. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de l'éclairage tel qu'on vous le vend en général, avec un certain nombre de watts par litre qui ne savent rien dire. C'est de la shit, tout ça, c'est vraiment, ça ne veut rien dire. Vous éclairez votre patate, puis autour, hein, presque on s'en fout. Normalement, même le rayonnement d'un éclairage violent sur la patate, ça permet d'éclairer ce qu'il y a autour. Après, vous pouvez faire un effet en mettant 4 tubes pour cercler le bac, 4 tubes bleus qui vont vous donner un, un rendu général avec une réflexion sur les poissons quand on les regarde de l'extérieur. Mais donc on est très loin, en fait, vous avez besoin d'une petite rampe, hein, vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer. Vous n'aurez juste besoin que d'une petite rampe pour éclairer votre patate qui va faire 50, 60 de diamètre. Et pas besoin d'éclairer les 1,20 m par 1 mètre. Donc on change complètement le paramétrage. Ça coûte moins cher. Voilà. Essayez de comprendre ce que j'essaie de dire. Vaut mieux acheter des escargots, des arcastères, des oursins dollars, machin, qui vont venir entretenir votre sable. Parce que le sable là, dans ces bacs-là, est fondamental. Moins tu mets de roche, plus il te faut de sable. Hein, ça, c'est le truc, c'est évident. Hein. L'intestin, on a besoin d'un intestin et c'est le meilleur intestin qui soit. Donc, et après, on peut jouer vraiment avec différentes variétés de sable parce que, comme je vous l'expliquais, dans le coquillier, vous allez avoir un développement de verre euh, énorme, vraiment énorme. Vous trouverez des pods, mais les pods, par exemple, dans le sable de corail fin moyen, vous ne le trouverez pas. Si vous lui proposez autre chose. Hein. Évidemment, dans votre refuge, quand vous les emprisonnez, vous les contraignez. Si vous n'avez pas expérimenté 3 sortes de sable dans votre refuge, qu'est-ce que tu peux savoir? Tu dis dans mon bac, ouais, j'ai ça. Bah oui, mais non. L'expérience personnelle, c'est une chose, hein, c'est nécessaire, mais il faut bien comprendre que quand on a un aquarium, 2 aquariums, 3 aquariums, c'est pas une expérience statistique. Ce qui est intéressant, c'est d'aller à la rencontre d'expériences statistiques. Quand, comme certains d'entre nous, tu arrives à plusieurs années où tu vas te friter avec plein de gens, toi-même, tu essayes de fonder tes théories, machin. Moi, il y a longtemps maintenant que je défends le sable. Dès lors que j'ai commencé à reprendre une activité sur Internet, je suis allé chez les Asiatiques, chez les Américains. J'ai très peu parlé au français, puis pendant un an, je suis resté à l'étranger, avant de revenir, puis de commencer à parler en France. Mais dès que je suis revenu en France, j'ai essayé de faire la promotion du sable, et notamment du DSB, et, enfin du RDSB, c'est-à-dire du lit de sable qu'on met dans le refuge. Mais attention, le DSB, on est à au moins 12 cm d'épaisseur de sable, pas en dessous. Hein. Et alors là, vous avez 1000 façons de faire fonctionner votre DSB. Vous pouvez le faire fonctionner dans une petite cuve que vous aurez collée sur votre décompte avec un passage d'eau dessus, seulement avec ça d'eau dessus, à fond la caisse, euh, qui peut par exemple sortir de votre descente avec le turnover entier dessus. Et puis malgré tout, dedans, à l'intérieur, au fond, avoir mis des billes de souffle. Et là, vous allez avoir un sandwich assez bizarre, mais très efficace. Très, très, très efficace. Parce que le redox, quand vous avez un couloir étroit euh, avec cette épaisseur de sable, donc très peu d'eau en surface qui court à fond la caisse, vous reproduisez les torrents. Et dans un torrent, ben, vous favorisez l'ionisation négative, vous augmentez votre redox. Bien sûr, hein, courant, oxygénation. Donc c'est un bénéfice pour l'aquarium et puis c'est un bénéfice pour le fonctionnement dans les couches de sable. Vous allez oxygéner plus profond
Bah, vous faites le test, un truc comme ça, vous faites le test, vous êtes scotché du nombre de bestioles qui arrivent à vivre là-dedans. Après, en plus, vous pouvez mettre des algues, et elles vont tenir dans le courant à fond la caisse, même avec 4 cm, 5 cm d'eau. Et alors là, bon, quelquefois, je peux conseiller une kétomorpha qu'on trouve malheureusement que très rarement, parce que c'est une kétomorpha sur roche, on dirait un truc à bloche, une brosse à bloche ou un balai. Euh, bon, voilà, ce sont des formes qui sont intéressantes pour aussi choper le sédiment, l'amener dans le sable et donner à manger à la microfaune qui va forcément se développer aux endroits où il y a de quoi manger. Donc, moins vous mettez en haut d'éléments intestinaux, plus vous avez intérêt à les mettre en bas. Et quand je vous dis en bas, ben non, vous pouvez aussi les mettre à côté. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir votre refuge sous l'aquarium, vous gardez votre appareillage qui permet de faire la décantation, l'écumage de manière convenable. Pourquoi pas avoir la place pour votre FLF, pour votre AC, pour voilà, ce que vous avez besoin. Et puis, d'avoir un bac à côté avec Miracle Mode, un éclairage jaune, 6500 Kelvin, avec à l'intérieur un faible turnover et des palétuviers. Là, les nitrates de votre bac, ils vont là-dedans, ils prennent, ils prennent une tarte. Et en plus, c'est très beau. Voilà. Et il suffit d'avoir deux petits tuyaux de 25 ou de 20 même pour faire le passage du turnover jusqu'au à la décantation de votre aquarium. Donc c'est un truc que vous pouvez faire passer dans une plainte proprement. Et puis bah, vous avez une espèce de table de chevet posée à côté de l'aquarium avec un truc vert, puisque les palétuviers vont faire leurs feuilles, machin, ça va être très beau. Ça donne une ambiance d'eau douce, de mangrove. Là-dedans, vous pouvez même claquer un poisson, hein, très intéressant, genre périophthalme. Alors là, il va vous faire craquer à fond. Et puis de l'autre côté, vous pouvez en faire un deuxième avec une tour, hein, par exemple. Donc, et puis développer encore d'autres milieux. Et ça, et puis faire un truc très beau. Et dans ce truc très beau, vous limitez, parce que c'est ça l'intérêt, c'est que vous limitez l'entretien. Voilà. Bon, moi, c'est un peu comme ça que je considère l'aquariophilie. Peut-être j'ai raison, peut-être j'ai tort. Hein. Mais très franchement, moi, je vois pas l'intérêt de faire l'aquariophilie pour être un esclave de mon aquarium, avoir peur, la peur au ventre, la diarrhée, parce que dès que je pars une journée, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai envie qu'il tourne au moins 15 jours, que je puisse me barrer 15 jours en vacances sans justement avoir cette peur au ventre. Donc j'essaye, et je veux pas que ça me fasse chier, je veux limiter les emmerdes. Voilà. Je préfère être avec ma femme que d'être obligé d'avoir la tronche dans mon aquarium, dans un programme, Donc mieux on gère, mieux on apprend à gérer les milieux. Et je ne vais pas tout vous prémâcher, hein. Croyez certainement pas ça. Je vous raconte des choses pour que vous alliez les chercher. Pas, le savoir, vous voulez savoir sur les microphones, bah, vous tapez sur Google, vous allez trouver un tas de choses. Et vous n'avez pas besoin de moi. Et moi, le nom d'un verre, le nom, je m'en tape. Je m'en tape. La seule chose que je trouve super, c'est de savoir que quand j'ai ce verre dans mon sable, eh bien, mon sable se porte mieux. Et mon aquarium se porte mieux. C'est tout. Et certains d'entre vous auront besoin de savoir le nom, besoin de pouvoir le transmettre aux autres et tout ça. Moi, je m'en fous. Au contraire, plus je vieillis et moins je m'aventure dans le latinisme. Vous l'aurez remarqué, hein, je suis assez en retrait. Je peux apparaître peut-être, j'espère que j'apparais pas trop comme Ciao Pantin avec ma barbe de vieux malheureux. Euh, Essayer de transmettre des choses, des principes, c'est bien mieux que d'essayer quelque chose qui va vous donner une assise vraie.
vrai, vérifiable, euh, vérifiable par votre expérimentation, c'est vachement mieux que de vous dire fais ci, fais ça, fais ça. Voilà. Tourne le bouton de droite d'un quart de tour, règle le machin sur 10%. Ça, j'en ai rien à foutre. Vous, oui, on peut donner quelques détails. Par exemple, quelle est la taille d'un DSB par rapport à la taille de l'aquarium? Par exemple, vous voyez, ça peut être intéressant. À partir de quand mon DSB pourrait être un danger pour mon aquarium? Euh, Quel matériel je dois utiliser pour que mon DSB ne me fasse pas cracher mon aquarium, etc. Voilà, là il y a un certain nombre de questions qui peuvent être très intéressantes. Si je vous dis ne jamais dépasser 20% de votre surface de sable avec un type de milieu. Voilà, par exemple, ne jamais donner plus de place que 20% à un type de sable. Le seul sable où vous pouvez y aller, c'est un sable fin où là vous avez 2-3 cm et qui est une grande surface que vous avez libre, comme la grande surface de devant. En général, il n'y a pas grand-chose devant. Bon, faites pas la connerie de mettre du sable de corail, mettez du coquillet. Mettez du coquillet, il n'a pas les mêmes propriétés, il va vachement moins vous emmerder que le sable de corail. Si lui, il va faire une croûte, si vous n'avez pas une armada pour lui remettre la tronche, ou si vous ne faites pas, voilà, 2 fois par semaine une tempête, parce que certains le font. Ce que je vous expliquais la semaine dernière, il y a l'aquarium, il y a le matériel qui fait tourner l'aquarium, il y a la population de l'aquarium, mais il y a surtout l'aquariophile. Donc l'aquariophile qui se fait chier, qui est pointilleux, qui est machin, et puis l'autre qui lui bah, ne le sera pas. Et il ne va pas se faire chier. Mais a priori, on n'est pas maso, hein. Le but du jeu, c'est pas de souffrir constamment, c'est d'essayer de produire des résultats. Donc, je vous dirais, un DSB, ne dépassez pas 15% à peu près du volume de votre bac, euh, parce qu'après, bah, vous aurez des problèmes. Alors, euh, je vois que mon ami est, hop là, voilà, voilà Jonathan. Donc, je sais pas, j'espère que ça n'a pas merdé, parce que je l'ai invité plusieurs fois. Donc voilà, j'essaie de vous donner donc, des choses, des éléments qui sont très très importants. C'est surtout une question de proportion. Alors ça, oui, c'est là voilà, c'est la cerise sur le gâteau. C'était les proportions. Quand vous êtes à 10-20% pour un milieu de sable épais, un milieu de sable très fin, un milieu de finger. Euh, voilà, si vous dépassez, eh ben vous avez le risque que ce milieu-là vienne, s'il est perturbé, parce que quand tout va bien, tout va bien, hein. Ben, le problème, c'est quand il y a un problème. Une panne de courant, par exemple. Une panne de courant, ben, vous avez des bacs qui sont pliés en 2 heures. Et puis vous en avez, ils passent la journée, même 2 jours, et puis il n'y a pas de casse. Donc, et pourquoi? Eh bien, vous regarderez, les bacs pliés, c'est des bacs de carène, qui n'ont pas tous les éléments pour compenser l'arrêt du brassage. Donc je vois connexion, Jonathan connexion, mais bon, je ne sais pas si c'est très au point leur truc. Donc si vous prenez par exemple, donc je vais continuer parce que je vois que c'est pour l'instant c'est connexion, je n'ai pas d'informations complémentaires. Si vous prenez un bac de lagon, ben, ça peut être formidable avec beaucoup de sable, dont une partie de coquillers importante, une proportion d'au moins 30 à 40% de coquillers mélangés, avec une grande surface de sable.
Vous créez quelques patates et sur un bac de lagon, croyez-moi, vous pouvez avoir des X-Trix formidables, fantastiques, quoi, déployés avec des polypes longs comme ça. Vous pouvez faire des choses, je vous dis ça parce que j'ai fait l'expérience, mais vraiment, vous pouvez faire des choses à part. Ça vous semble évident quand on parle des cygnates, quand on parle des hippocampes, quand on parle. Mais en réalité, on peut tout à fait aussi mettre des chirurgiens dans un aquarium qui serait un aquarium de lagon quand le chirurgien est adapté au lagon. Si vous prenez le, le Triostégus, si vous prenez des espèces rondes, le Flavissimus, vous le retrouverez aussi dans le lagon, etc. Vous avez des espèces qui sont adaptées à ces environnements. Et évidemment, je ne vous conseillerais pas, à moins d'avoir un bac de 5000 litres, de mettre des chirurgiens dans un bac de lagon, parce que l'intérêt dans le bac de lagon, c'est aussi que vous pouvez faire pousser des algues. Donc, les répliques de la Posidonie qu'on connaît tous en Méditerranée, hein, en version tropicale, euh, je pense pas qu'on ait le droit de prélever la Posidonie chez nous, mais ça pousse. Hein. Moi, ça m'est arrivé de prélever des petits pions de la crue des boutures. Ça pousse, hein, ça pousse dans les aquariums, même avec des températures de 25 degrés. Moi, en général, mes aquariums, je les fais fonctionner à 25 degrés, pas au-dessus. J'ai moins de maladies, moins de problèmes d'oxygène et de pH. Donc, vous voyez, encore une fois, à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on déclenche quelque chose, eh ben, on a des effets de réaction en chaîne avec des choses qu'on n'a pas forcément calculées au départ, mais qui s'emboîtent, qui s'emboîtent, qui s'emboîtent, qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et des avantages et des inconvénients. Donc, regardez l'environnement, regardez la mangrove, c'est formidable. Monter un bac de mangrove, ça peut être super génial. Regardez le lagon, regardez la partie montante du lagon, regardez le tombant. Bien sûr, dans le tombant, il y a des choses très très intéressantes, mais vous avez toutes ces zones de mi-profondeur qu'on trouve beaucoup sur la Grande Barrière, ou à des endroits où vous avez les passes. Euh, Parfois, c'est étendu, puis alors là, vous avez des espaces importants avec des grandes failles. Vous voyez comment c'est colonisé, vous voyez quel coraux vous avez, regardez les tubastréas, tout ça. Eh bien, vous avez un potentiel des tubastréas à l'envers hein, dans l'aquarium, sur une pierre, vous voyez, sur un plateau en fait. Hein, vous achetez le plateau avec le pied, vous le posez bien, paf, et puis alors, vous mettez vos tubastréas là-dessous. Ça peut être magnifique. Et les tubastréas vont aussi interagir avec la microfaune, c'est-à-dire que cette interaction avec la microfaune va les stimuler et vous n'aurez pas forcément besoin d'être là avec votre seringue à injecter à fond pour les exciter. Dès que le soir arrive et que la microfaune s'active, eux, ils vont souffrir parce qu'ils vont sentir qu'il y a de la viande fraîche à se faire. Et après, vous les nourrissez. Mais voilà, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est un principe. C'est pas les couches du sable. Voilà, je reviendrai dessus parce que voilà, après, ça dure trop longtemps. Les gens décrochent. Euh, les couches du sable, j'y reviendrai. Alors là, je vais être un peu plus scientifique. Si le sujet vous intéresse, demandez-moi parce que je ne sais pas. Mais c'est difficile de deviner vos pensées. Moi, j'ai des trucs à dire. Le truc à dire, bah oui, c'est ça. Tu arrives en avion au-dessus de Tahiti, et puis tu regardes l'île de Moorea, et le tour de l'île de Moorea en avion, et là, d'un seul coup, tu vas comprendre ce que c'est les différents endroits, avec des endroits où ça tombe à pic, et puis des endroits où tu as une grande zone plate. Euh, voilà, tu peux voir le requin marteau ou les mantas, et puis de l'autre côté, bah, tu es à pied. Voilà, donc vous regardez ça, vous regardez les grandes zones de mangrove qu'on peut observer, et il y en a des magnifiques aux Caraïbes.
Il y a Jonathan qui me demande de le réinviter, je réessaye. Hop. Vous voyez, depuis là, c'est dommage, ça marche Voilà. pas. Voilà. Ah, coucou Jonathan. Voilà. Alors, en fait, depuis tout à l'heure, je t'envoie des messages, mais tu les vois pas. J'ai reçu un message et en fait, je t'ai lancé Ouais, dans le l'invitation, fil, ça en faisait fait. connexion, connexion, connexion et Dans le rien. fil de, dans le fil de discussion, depuis tout à l'heure, je t'envoie des messages. Hey, je suis revenu. Tu m'as envoyé un message, t'es parti pisser. Je vois pas, je vois rien du tout là. Fais glisser avec ton doigt de gauche à droite, tu Je suis vas en train voir de les regarder. personnes qui t'envoient des messages en instantané. Je vois aucun commentaire, aucun. Donc, Fais glisser depuis que je ton fais doigt des lives, c'est en comme bas. ça. Je vois pas les commentaires, je les vois quand j'ai fini. Ça prend la moitié de l'écran. J'ai mon clavier qui apparaît et je n'ai aucun commentaire apparaît. Donc, Il faut vous faire glisser m'excuserez, je ton vous doigt de réponds. droite à gauche ou de gauche à droite. Ah non, je vois vraiment rien là. Et même quand je fais message, ben, on me propose de taper mon message. Je vais mettre n'importe quoi. Hop, j'envoie. Voilà. Et je vois mon commentaire, mais je ne vois aucun autre commentaire. Voilà. Donc, D'accord. C'est bref. bizarre parce que normalement, je vois tout le monde en fait. Oui, je vois bien. Fabrice, c'est pareil. Fabrice Artin, quand il fait une vidéo, je vois qu'il répond aux gens. Voilà, à chaque fois. Voilà. Donc, je fais mon truc. J'essaie de dire un peu ce que j'ai à dire. Et voilà. Ouais. Parce que Et si je dis, bon, voilà, je parle, je dis, tu arrives en avion, tu regardes l'endroit, et puis bah, l'endroit, bah, il va tout faire, quoi. Le courant, l'éclairage, le sable, la qualité du sable, et donc la roche, les différentes formes de roche, et puis bah, ça va déterminer les milieux. Voilà. Voilà. En bref. Donc je sais pas, alors, toi, pour en revenir à ce que tu disais, donc pour les milieux, en fait, quand vous lisez dans, bon, je parle pour tout le monde, hein, je ne vous vois pas, hein. Quand vous lisez sur les, sur les, sur les coraux, sur les descriptions des coraux, sur les descriptions des poissons, vous pouvez voir à chaque fois écrit endémique, endémique, endémique. Et alors ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment atypique à un secteur, parce que dans une même région, en fait, suivant la différence des courants, on va avoir des poissons avec des aspects différents, des coraux avec des aspects différents, simplement parce que la microfaune change, la nourriture change, et donc du coup l'aspect de ceux qui les mangent change aussi. Et donc cette variation va aussi modifier l'ensemble des choses annexes. Et donc ça, c'est vraiment la base. Et c'est pour ça que c'est vrai que d'avoir des milieux, d'avoir un si grand, enfin c'est immense, d'avoir des espaces aussi grands, et avoir des micro-environnements en fait sur des endroits bien spécifiques, alors que quand on regarde, c'est une immensité dingue, quoi. Alors qu'à chaque secteur, suivant, parce qu'il y a modification d'un courant qui passe, tu as un courant chaud qui passe à cet endroit-là, tu as un courant froid qui passe tout le temps à cet endroit-là, bah, tu vas avoir une masse de vie différente. Et les poissons peuvent passer d'un endroit à un autre, mais il y en a vraiment qui sont inféodés à certains endroits. Et donc, du coup, ça devient des espèces endémiques. Et ces espèces endémiques sont vraiment le reflet de la nourriture et de la microfaune qu'il va y avoir sur le secteur X, quoi. oui, c'est une remarque importante puisqu'on voit que chez beaucoup d'espèces, on a des variétés. On ne peut pas réellement dire que c'est une espèce différente. Plus la science s'affine et plus on va vers des définitions d'espèces différentes, une différenciation. Mhm. Et quand on reprend toutes les études de l'époque de Cuvier, etc., qui étaient déjà quand même, qui avaient déjà fouillé en profondeur, et ben on se rend compte que euh, on classait des poissons très très proches dans la même espèce. Et on Mhm. avait des C'est pour variétés un ça petit qu'il peu y partout, change après. hein, comme chez les cyclidés africains. Euh, dans le Tanganyika ou le Malawi, donc, qui sont quand même des exemples extraordinaires.
où on a exactement le même phénomène que dans la mer, mais Mm. il est à petite échelle comparativement. Ouais, c'est ça, donc du coup, c'est plus flagrant. Oui, C'est plus avec des flagrant parce évolutions. que c'est plus concentré, en fait. Et ce qui explique aussi Alors les pour autant, évolutions. c'est les mêmes paramètres d'eau, c'est les mêmes endroits, et finalement, il y a des petites variations qui font que on a de grandes différences, quoi. Et je vois aussi la même chose sur ce qui me fait d'ailleurs sourire souvent, c'est les gens qui disent un bac n'est pas l'autre. Les aquariums, c'est tous les mêmes. C'est une cuve, de l'eau, des pierres, rien d'autre. Après, c'est la maintenance qui va faire que l'assemblage, la maintenance, l'ensemble de choses qui sont maintenues par la personne, ce que tu revenais à dire tout à l'heure avec les poissons, c'est vous qui avez les poissons à votre charge, donc c'est vous qui en avez le soin. S'ils meurent, c'est de votre faute. Et de même sorte, moi, quand je perds un poisson, parce que ça m'arrive aussi, hein, quand je perds un poisson, c'est un échec pour moi parce que voilà, j'ai pas su le tenir alors que la bête est arrivée, elle était saine, ou elle avait l'air saine, parce qu'en général, c'est moi qui les choisis, mes poissons, donc je les prends pas à moitié morts. Euh, mais voilà, quoi. Mais après, on n'en est pas à l'abri, ça reste du vivant. Donc, il faut être conscient qu'il y a toute une multitude de choses qu'il va y avoir à garder à l'œil. Et des fois, on n'a pas forcément l'œil au moment précis pour le voir. Parce que ça va tellement vite. Je vois tout à l'heure, tu parlais de point blanc. Cryptocaryon, en soi, des vitamines, des probiotiques, du fromage blanc, des vitamines, et ça s'en va tout seul. Ça renforce le poisson n'est plus stressé, il a ses défenses immunitaires, et hop, voilà, on n'en parle plus. C'est tout. Par contre, sur de l'odynium, si tu ne traites pas dans les premières 24 heures, c'est quasiment foutu, hein, c'est mort. Je ne sais Tu pas, pour voulais? moi, le carion est une maladie, enfin, c'est un parasite très particulier. Euh, j'ai toujours eu des poissons chirurgiens assez chiants, locaux, bon, enfin, tous les chirurgiens qui ont la même forme que le loco, avec cette bouche, la pointue et ces deux ocelles blanches, tous sont très sensibles aux infections de la peau. Et en fait, tous, quand on les maintient des années, ils ont des points blancs, ils ont du crypto. Euh, le matin, rien, et le soir, voilà, ils en ont un, deux. Jamais ça prend une proportion. Avec les probiotiques, tu le rencontres beaucoup moins ça, hein. Si tu leur donnes régulièrement des probiotiques, en fait, le poisson devient, ça lui permet d'assimiler mieux la nourriture, parce qu'en fait, finalement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux espèces endémiques. Et il est vrai que ces espèces-ci, c'est vrai que tu les trouves que sur certains sites bien situés. Et en fait, tu ne leur amènes pas la nourriture qu'ils ont l'habitude d'avoir. Et du coup, il y a certaines vitamines qui ne sont pas assimilées. Je vois la dernière fois, je suis tombé sur un reportage les alligators, donc ça n'a rien à voir, hein. Mais en Floride, ils ont découvert un problème. Ils appellent ça les alligators zombies. Tout simplement parce qu'en Floride, je ne sais pas si tu as pu voir, à mon avis, tu as déjà vu, l'Hypometrix mollictrix. C'est Ah, les carpes filtreuses qui sautent à la surface là, quand ils passent avec les bateaux, là, comme des folles. Quand ils passent, je ne sais pas si tu as déjà vu. Quand ils remontent les rivières en barque et puis ça saute à la surface comme des dingues. Et ben, c'est ces carpes filtreuses-là qui sont devenues hyper invasives alors qu'elles viennent de Chine. Et elles sont devenues hyper invasives sur le site et elles remplacent la population de poissons qui était mangée par les alligators sur place. Et ah, rupture, disparition. Alors là, il y a dû y avoir un problème de connexion. Vous nous excusez, hein, on fait ce qu'on peut. Ah, et alors là, en plus, tu apparais comme invité. Ok, donc je ne sais pas trop comment faire. Je me demande s'il ne faut pas inviter. Alors là, il réapparaît. Bon, on va voir. Invitation lancée. ouais,
Ça a coupé, je sais pas où ça a coupé, où ça exactement, mais à mon avis, il y a dû y avoir un moment entre les deux, parce que la conversation, De la bascule au moment où en fait la carpe avait tellement envahi le milieu que les ah alligators ouais, ne donc pouvaient plus manger. l'hypophtalmitrix mollictrix avait remplacé un poisson en fait sur place, et du coup, en fait, il y avait plus cette vitamine E qu'il avait l'habitude d'avoir dans ce poisson, et il avait du coup, à cause des vitamines E qu'il avait plus dans ce poisson de remplacement finalement, et ben le cerveau de l'alligator dépérissait et ils ont des problèmes du coup sur leur cerveau. Et du coup, en fait, ils n'ont plus que des réflexes reptiliens, ils vivent plus, ils sont plus alertes et ils ne réagissent plus qu'au contact, ils mettent des coups de gueule voilà quoi. Et ça, c'est vraiment dû à ce manque de vitamine E qu'ils n'ont plus parce que dans cette carpe, il n'est pas. Et ben pour les tout ce qui est chirurgien de ce type, les comment et tout ce qui est Achille, Japonicus, tout ça, c'est vraiment ciblé sur la nourriture. En fait, ils assimilent mal la nourriture de substitution qu'on leur fournit parce qu'ils ne retrouvent pas ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Et donc, quand tu leur files des probiotiques, ils assimilent mieux, du coup, cette nourriture de substitution, la digèrent mieux, et du coup, peuvent profiter de ce qu'ils mangent. Et à partir de là, tu verras, tu n'auras plus de problème de point blanc. Et ça, je l'ai fait, je m'en suis rendu compte en eau douce, quand je faisais de l'eau douce, donc c'est assez vieux. Je l'ai rencontré sur l'élevage où j'avais toujours des problèmes avec certains poissons et je leur ai filé du yaourt, tout bêtement. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais été embêté. Et de même manière, maintenant, sur mes chirurgiens, quand je rajoute des chirurgiens, je leur fais systématiquement une cure de fromage blanc. Je cherche même plus à comprendre. Oui, alors que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais utilisé, même si j'ai eu des chirurgiens pendant très longtemps. J'insistais beaucoup, et je me suis fait critiquer d'ailleurs, hein, parce que euh, on me disait les chirurgiens ne digèrent pas la salade, et je distribuais de la salade. Et en fait, si et en nourrissant que avec d'autres nourritures, euh, eh bien, les problèmes intestinaux étaient très fréquents, occlusion intestinale, gaz, etc. Hum. Et en distribuant beaucoup de salade, eh bien, j'avais jamais ce problème-là. Et c'était Ah, valable pour des poissons fragiles euh, ou réputés fragiles. Et bon, j'ai quand même eu un impérateur quasiment 15 ans qui mangeait tous les jours ses 3 4 feuilles de salade, quoi. J'insiste, j'ai raconté souvent par écrit cette histoire. Euh, Quand il y a des années maintenant, hein, puisque j'avais encore ces poissons, j'ai divorcé, j'ai déménagé et mes parents, je suis parti en fait, il fallait que je parte vite, donc retour vite fait chez mes parents. Et mes parents, non, on a parlé de mettre 50 dans la maison, ah non, non. Donc ils m'ont filé en atelier de l'entreprise au fond de la cour, au fond du jardin, qui n'était pas chauffé. Et j'avais mis un isolant de terrasse polystyrène en fait autour de 3 faces. Et malgré tout, on a eu un hiver cette année-là vraiment très très dur. Et l'aquarium descendait, il est même descendu une fois jusqu'à 12 degrés. Et tous les matins, je le retrouvais, il était à 13 14 degrés. Et il remontait dans la journée seulement à 21 22 degrés. Et en fait, je n'ai jamais eu point blanc, aucun problème. Il y a malgré tout, chez les animaux, une certaine adaptabilité. Euh, euh, Comment dire, que parfois je trouve mal expliqué par nous, par nos confrères. Euh, quand on, Quand on parle des chirurgiens, quand on parle des anges, ils ont une période d'acclimatation hyper dure, parfois très très dure. Et puis après, quand ils ont 2 ans d'aquarium, ils changent. Quand ils en ont 5, ils deviennent des terreurs en fait dans l'aquarium.
ils deviennent très, très résistants aux maladies. Donc, je suis d'accord sur le principe des probiotiques, hein, c'est pas la question. Mais moi, j'ai jamais eu. Ça Euh, bug, je vois plus, j'ai plus d'image et j'entends la moitié de ce que tu dis. ah, mais Je me vois, pour la microfaune, et toi, je te vois plus. Je suis revenu sur c'était l'image là. de l'aquarium, on voit ton poisson en train de manger je sais pas quoi derrière une pompe. Ah, t'es reparti au début de la vidéo? Bah ouais, mais c'est fixe, c'est figé. J'ai plus que ta voix et là je t'entends mieux par contre. C'est pas grave si je t'entends, c'est le principal. Je ne vois pas les commentaires, donc je ne sais pas nos amis ce qu'ils voient. Si, ils voient parce qu'ils discutent en rapport au fromage blanc déjà. Et donc, là, il Fromage y a blanc, ça longtemps n'a pas trop d'importance en réel, hein. ça fait longtemps que tu Tu utilises cette prends technique. n'importe quel fromage blanc, ça suffit. Bon, d'ailleurs, ils viennent d'avoir leur dose, là. Pour ce que je viens d'introduire un banc de Scopa et je leur mets du fromage blanc parce que je vois déjà les petits points apparaître par-ci par-là. Et donc, tu le distribues comment? C'est quoi le protocole? Bah, je prends une demi-cuillère à café en fait et je mets ça dans le brassage pour que ça fasse des flocons. Ça part dans tout le bac et puis c'est consommé par les poissons parce que c'est blanc, alors ça brille dans la lumière et ils jettent dessus, ils goûtent. Elle peut qu'ils en avalent pendant une semaine, elle peut qu'ils en avalent, bah ça suffit. C'est suffisant en fait. Moi, je distribue de l'ail et en fait, j'ai des poissons qui le mangent, carrément, Le ils mangent problème de l'ail. l'ail, ouais, directement, ouais. Mais le problème c'est que l'ail en fait c'est la décomposition de l'ail. C'est un peu comme pour les antibiotiques si tu veux. C'est comme normalement c'est la décomposition de l'ail qui fait que ça devient un antibiotique. Parce que c'est ce que ça devient réellement, c'est un antibiotique. C'est comme avec le melon pour la pénicilline, tu sais. Oui, bon, c'est bien connu. Donc en fait, tu dois faire un jus d'ail que tu dois laisser macérer, et au bout de tant d'heures de macération, ben, tu obtiens l'antibiotique en question. Je n'ai plus le nom en tête de l'antibiotique, mais Mais moi, je le mets à infuser, en fait. Je prépare mes congelés dans un verre. Je rajoute l'ail. Même quelquefois, je l'achète en poudre. Je mets l'ail en poudre dedans, un fond d'eau, et je laisse infuser dedans. Et puis avant de servir, je mets des vitamines, au moins 2 fois par semaine. Alors, d'accord. on a chacun nos habitudes. Moi, ça fait Moi là, je le 30 ans. prenais au rayon. Moi, j'allais au rayon des pigeons, au rayon basse-cour pour les pigeons dans les jardineries, et je prenais de l'huile d'ail en fait, ce qu'on met pour les pigeons sur le grain. Et Je mettais ça quand je faisais de l'eau douce en fait, pour les discus surtout. oui, moi, les discus, j'ai jamais eu j'ai jamais eu vraiment de problème avec les discus, même quand j'en ai fait l'élevage. Je comprenais pas. Je ne comprenais pas bien d'ailleurs beaucoup de pathologies expliquées sur les forums parce que j'ai pas eu de, Ah bah moi, j'ai jamais eu de problème non plus avec les discus, hein. C'est parce que je rentrais souvent du sauvage, tout ce qui était à Outama River et compagnie, et quand je rentrais du sauvage comme ça, ben, je le faisais pendant une semaine ou deux, et j'ai jamais eu spécialement de problème. Le vrai problème, tous ceux qui avaient des problèmes, je pense, avec ça, à long terme, c'est simplement quand je les voyais donner de la viande, ils donnaient du bœuf, quoi, du cœur de bœuf, tout ça. Et de où tu as vu un discus manger une vache, toi? ouais, j'ai jamais pratiqué ces choses-là. Alors Moi, en je donnais des Pologne, verres de vase. bon, bah J'ai oui, les jamais poissons donné de d'élevage, cœur de c'est bœuf la ou quoi que ce soit. qualité. Et je pense que c'est à cause de ça ils avaient des verres à chaque fois, hein, les discus. Tous les mecs qui avaient des problèmes de verre avec ça. Oui, par contre, le traitement, quand je vais chercher un cendrier, parce que euh, par contre, le traitement pour les vers des discus fonctionne très très bien sur les poissons marins.
quand on a identifié un ver intestinal. Le seul problème, c'est qu'il faut se le faire prescrire. Maintenant, chez le vétérinaire, on trouve pas. Les pharmaciens, à moins vraiment bien de les connaître, ils donnent pas. Il faut une ordonnance. Ouais, dimétridazole, Flagyl, c'est le top quand tu as des vers. Il n'y a rien de mieux. À l'époque, nous, on faisait claquer les vers, on achetait les vers vivants, les vers de vase vivants, et on les faisait claquer dans des comprimés, dans une solution en fait de comprimés de Flagyl Ouais, broyés. Et puis donc, bah, les vers se chargeaient du Flagyl et puis rentraient dans le processus de ouais, destruction. Flagyl. En même temps, je vais te dire quelque chose, pourtant j'avais des discus magnifiques qui se reproduisaient. Je ne donnais jamais de verre aux discus. Je les nourrissais que à l'artémia et aux Alors, t'es granulés. bien, tu veux quoi? Moi, je tapais tout au verre de vase, mais j'ai jamais eu de souci de verre avec les verres de vase. Par contre, beaucoup je connaissais qui faisaient de l'élevage, ils étaient embêtés, mais ils donnaient du cœur de bœuf. Alors, j'ai jamais compris pourquoi ils donnaient du cœur de bœuf. Oui, Bon, de l'élevage de piranha à la limite, mais l'élevage de discus, bon. le fer, la couleur, le renforcement du rouge, les vitamines. Bon, moi, je Ouais, trouve ça. les verts, parce qu'ils digèrent pas ce qu'ils avalent. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, parce que là, les récifalistes, les discus, salut les mecs, dommage. Non, c'est toujours intéressant, je pense, hein, pour les gens qui ne savent pas, mais il est évident que pour la microfaune, en fait, c'est la même chose. La microfaune, si elle a de quoi manger, elle se développe. Elle a le milieu qu'il faut pour avoir son gîte. Parce que c'est ça qui est important, vous voyez, dans les aquariums de carène. Tu vois, par exemple, forcément, tu connais Lucien. Euh, Lucien, bah, quand vous regardez la conception de son bac, à mon avis, c'est pas forcément évident que les poissons aient une couchette euh, facile. Voilà. Normalement, bon, je donne cet exemple-là, je ne le critique pas, et puis j'ai pas vu tout son bac dans le détail, mais quand un Dussumieri de 30 cm, il faut qu'il ait une faille, un endroit, tout ça pour dormir. Donc c'est valable pour les poissons. Quelquefois, je suis très énervé quand je vois que vous mettez des poissons. Il n'y aura pas, ils ne vont pas avoir de territoire, ils ne vont pas avoir leur endroit. C'était très rigolo d'ailleurs dans mon limite là, parce que pour le long de la surverse, j'ai fait une colonne comme ça, et j'avais des pierres vraiment hyper pleines de trous, des gros trous comme ça, et ils ont fait une véritable immeuble. Tous les enthousiastes le soir, ils Je allaient sais pas où t'es dormir parti, mais je t'entends plus. avant. Mhm. J'ai la tête collée au téléphone, on voit mes gros trous de narine, tellement je suis collé au téléphone pour t'entendre. Je disais que bah, ce qui est important à la fois pour les poissons et pour la microfaune, c'est d'avoir le gîte. Il y a le Ah bah couvert ouais, c'est sûr. et puis il y a le gîte. C'est un truc tout bête, ça. Ma- c'est un truc qui m'a toujours fait rire. Ma femme qui m'a dit tout au début, quand elle a découvert l'aquarium, elle me dit c'est marrant le soir tes poissons ils se rangent parce que c'est vrai que le soir tous les poissons vont se planquer. Dès que le soir il arrive, ben, tu sais que l'heure elle va arriver à ce que la lumière va se couper. Ils vont tous se planquer à leur endroit. Pif paf, hop, il n'y a plus rien qui nage. Chacun sa maison, C'est c'est ça. super important. Tu les vois, ils se Euh, rangent. Hop, il n'y a plus ouais. rien. Et quelquefois, cette problématique, je racontais, c'était à Fabrice, Fanny Fabrice, salut, je ne sais pas s'il est là. Euh, dans mon ancien bac, enfin dans le bac où j'ai maintenu des poissons une quinzaine d'années, j'avais un Odonius balèze. Et lui, c'était impossible en fait que je mette la main chez lui, quoi. Impossible. Il m'aurait bouffé. Et, Un Gophosus. comment? Un Odonus niger. Ah, un Oui. Odonus, ah ouais. Ouais. Alors, quand on voit les chicots,
les dents de 3 cm. Donc, voilà, par exemple, j'étais obligé de lui donner des mollusques à croquer parce que fallait que je lui use les dents. Parce Ouais, que, pour qu'ils s'usent les dents. Ouais. et donc, ça, c'est valable pour les poissons, c'est valable pour la microfaune, quoi. Les vers, euh, je vois ça vraiment, j'ai vraiment eu la démonstration que les vers, quand tu les mets dans du sable de coquiller fin, ils font leur coquille.